BCC, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, nous allons vous parler d'un enjeu important pour la ville d'Abidjan et ses habitants, la mobilité. Dans la capitale économique ivoirienne, on compte pas moins de 10 millions de déplacements quotidiens. En Woro-Woro, en bus ou en taxi, un ménage ivoirien dépense en moyenne 1075 francs dans les transports et y passe 3 heures par jour selon le dernier rapport de la Banque mondiale. Cela représente l'équivalent de plus de 4 milliards de francs CFA dépensés quotidiennement pour l'ensemble des ménages. Le transport est devenu le 3e poste de dépense après la nourriture et le logement. Face à ce constat, un mode de transport apparaît comme une solution, le transport lagunaire, plus rapide mais aussi plus économique. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché du transport lagunaire à Abidjan, un marché concurrentiel depuis la libéralisation en 2015 où 3 acteurs sont présents, la Sotra, STL et Aqualines. Ces compagnies transportent chaque jour sur la lagune ébriée près de 50 000 passagers, mais les besoins sont près de 10 fois plus importants. Vous allez embarquer à bord de STL et Aqualines pour comprendre les stratégies de ces 2 nouveaux opérateurs privés. Puis nous vous emmènerons dans un endroit exceptionnel à Ganvié au Bénin. Là-bas, les habitants ne prennent pas le bateau pour travailler ou partir en week-end, mais pour effectuer tous leurs déplacements au quotidien. Car Ganvié est entièrement construit sur un lac. Nous allons vous montrer comment s'organise la vie économique dans ce lieu 100% aquatique. Pour vous rendre au travail ou pour passer du bon temps sur la lagune ébriée, vous avez peut-être déjà emprunté les bateaux de STL ou d'Aqualines, 2 opérateurs privés concurrents de la Sotra, nés de la libéralisation du secteur en 2015. STL, c'est 16 navires de 110 places chacun qui transportent chaque jour près de 12 000 passagers. Aqualines, c'est 11 bateaux de 80, 200 et 240 places qui transportent au quotidien 11 000 passagers. Si les lignes desservies par ces 2 concurrents sont proches, leurs stratégies, elles, vous allez le voir, sont différentes. La conquête de la lagune ébriée, c'est un reportage de Yao Sansan, Gisela Mendonça et Oscar Noël Sangan. Dans le quartier d'Abata, à l'est d'Abidjan, l'ambiance est à la fête. Sur cette rive de la lagune ébriée se tient l'inauguration de la toute première gare d'Aqualines du groupe Citrans. L'une des 2 nouvelles entreprises privées qui opèrent dans le transport fluvial à Abidjan. Zoumana Bakayoko, PDG de Citrans, est en première ligne pour accueillir les invités. Chefs traditionnels et autorités ont fait le déplacement. Place au lancement officiel. Une étape qui marque un tournant dans le transport fluvial, selon le PDG de Citrans. Nous avons déjà des gares en service, mais ça c'est une inauguration symbolique qui en même temps ouvre aux usagers de Benjerville, de la Riviera, Palmeraie, d'Abata, cette nouvelle offre et qui leur permet vraiment d'aller aisément au centre d'Abidjan. Grâce à cette nouvelle gare, les riverains résidant à l'est d'Abidjan pourront désormais rejoindre le quartier du plateau par la lagune. Un gain de temps considérable, mais aussi un gain d'argent avec un billet dont le prix ne devrait pas dépasser 500 francs CFA. La mobilité, c'est l'un des plus grands défis de la ville d'Abidjan et de ses habitants. Aujourd'hui, la Banque mondiale nous dit que les ménages abidjanais dépensent 30%, bien 30% de leur budget mensuel dans le transport. Et de façon difficile. Nous, aujourd'hui, on apporte une solution à cela. Cette solution, c'est le transport lagunaire. Aujourd'hui, il existe déjà 3 lignes qui parcourent la lagune. La ligne Yopougon-Trècheville, la ligne Cocody-Blocos-Trècheville, la ligne Koumassi-Mputo à Trècheville et bientôt la ligne Abata-Trècheville. Ces lignes sont desservies par 4 principaux acteurs. Les PINAS, travailleurs de l'informel, la Sotra, l'acteur historique propriété de l'État, qui transporte chaque jour plus de 30 000 passagers.
Et enfin, les deux nouveaux entrants sur le marché, à savoir les compagnies privées STL et Aqualines qui transportent respectivement 12 000 et 11 000 passagers par jour. Au total, ces différents acteurs transportent donc près de 47 000 personnes par jour. Mais les besoins sont près de 10 fois plus importants. Tout reste à faire dans le transport lagunaire. Et c'est bien pour cette raison que les deux nouvelles entreprises privées multiplient les investissements pour s'imposer sur ce marché. Embarquement immédiat dans les coulisses de la conquête de la lagune ébriée. Yopougon, gare lagunaire d'Abobo-Doumé, en pleine heure de pointe. C'est sur cette ligne, à destination du plateau et de Treichville, qu'Aqualines a lancé ses activités il y a plus d'1 an. La seule ligne opérée par la compagnie avant celle à venir d'Abata-Treichville. Ce matin, le chef de gare vient s'assurer que ces bateaux partent à l'heure pour réaliser les différentes rotations de la journée. 11 bateaux qui peuvent transporter chacun jusqu'à 240 passagers. Les bateaux avaient la plus grande capacité du marché. Bonne route. Ok, et là c'est le bateau Horizon 2020. Un bateau de 200 places, 40 places business, 160 places éco. Venez que je vous présente le bateau. Alors, ici c'est la classe business, 40 places. Et la classe éco, 160 places. Ces bateaux sont des catamarans. Des catamarans pour leur stabilité et leur confort. Le confort, c'est l'un des axes de la stratégie d'Aqualines pour se différencier de la concurrence. La compagnie est d'ailleurs la seule à offrir la climatisation à bord de ces bateaux. Cela a un coût pour les passagers. 300 francs le billet contre 200 francs CFA pour la Sotra et STL. C'est confortable, il y a la climatisation, bon, c'est aéré. C'est pourquoi j'ai choisi Aqualines. Aqualines, plus confortable, mais Aqualines, plus cher sur cette ligne stratégique. Voilà qui fait les affaires de la société STL, l'autre entreprise privée lancée à la conquête de la lagune. STL opère sur cette même ligne, Yopougon-Treichville, mais également sur une autre ligne, Koumassi-Mputo-Treichville. Ce matin, à la gare de Koumassi, M. Niepa, chef de gare, doit refuser de la clientèle, car son bateau est plein. Sa capacité est de 110 places seulement. Pour les passagers à bord, pas de climatisation. Un service superflu selon le chef de gare. Pour nous, ce n'est pas un désavantage parce que, voilà, à l'origine, notre bateau, voilà, c'est un bateau de grand public. Donc, on l'a conçu en fonction et l'aération permet qu'on n'a pas besoin de climatisation. STL mise avant tout sur sa flotte. 16 navires, soit 5 de plus que Aqualines. Montant des investissements pour la flotte STL, 10 milliards de francs CFA. Mais ce n'est qu'un début. La compagnie vise un objectif de 55 bateaux à moyen terme pour desservir toujours plus de lignes. Après 8 minutes de navigation depuis Koumassi, c'est l'arrivée au quai de Mputo pour le bateau STL. Sur ce premier trajet, l'affluence est constante. Raison, une clientèle déjà habituée à se déplacer sur cet itinéraire par le biais des pinasses. Mais une fois arrivé, le bateau se vide aux 2 tiers. La destination Plateau-Treichville attire encore peu de monde, malgré un prix abordable, 500 francs CFA le trajet complet depuis Koumassi. La ligne de Mputo-Koumassi, Plateau, Mputo-Treichville, voilà, c'était une ligne qui n'existait pas, donc c'est les habitudes que les clients n'avaient pas. C'est un nouveau marché que nous sommes en train d'exploiter. C'est l'un des principaux défis de STL et de ses concurrents. Attirer une clientèle qui n'est pas encore habituée à se déplacer sur l'eau. Pour l'heure, la compagnie transporte 12 000 passagers par jour sur ces 2 lignes en fonctionnement.
Son objectif est d'atteindre 70 000 passagers en ouvrant de nouvelles lignes. Les prochaines à venir, Marcory-Treichville et Yopougon-Lokwa-Treichville. Dans cette optique, STL a un défi. Convertir les usagers du transport urbain au transport fluvial, notamment les usagers qui résident loin des stations lagunaires. Pour ce faire, la compagnie mise sur des gares interconnectées, comme à Treichville. Ce qui frappe dans cette gare, c'est son parking de 5000 m². Une superficie qui ne doit rien au hasard. Nous attendons autant les personnes véhiculées, comme quand tu as ton véhicule que tu viens, tu le parques ici, tu es beaucoup plus en sécurité pour emprunter nos bateaux. STL veut encourager les personnes véhiculées à garer leur voiture sur son parking pour rejoindre l'autre rive à bord de ces bateaux. Et ce n'est pas tout. La compagnie s'est également dotée d'abribus. Alors on a construit ces abris pour pouvoir évacuer nos clients vers leur lieu d'activité quand ils débarquent du bateau. Ou bien de venir à partir d'ici, venir débarquer ici pour aller emprunter nos bateaux. Voilà. Ces abris-là sont destinés à l'opérateur historique et la Sotra qui viendrait avec ces bus pour évacuer nos clients. Des places de parking pour ceux qui sont en voiture, des abribus pour ceux qui empruntent le bus. C'est ce qui s'appelle l'intermodalité. Comprenez l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même déplacement, avec pour objectif final favoriser le transport lagunaire. Pendant ce temps, Aqualines, l'autre opérateur privé, travaille aussi sur ces gares, avec comme pour ces bateaux, la volonté de miser sur un haut standing. 40% de l'investissement global d'Aqualines est destiné à ces gares. Bienvenue sur le chantier de la future gare située sur la baie lagunaire du plateau. Les travaux seront achevés en juin 2019. Le responsable des opérations vient s'enquérir de l'avancée du chantier. Ici, nous sommes pratiquement dans les guichets. Voilà, dans les guichets, on a un guichet là, on a un deuxième guichet ici. Voilà, c'est toute la partie guichet. Cette bâtisse ne servira pas seulement de gare. Dotée d'un étage, Citrans veut en faire un véritable lieu de vie. Au rez-de-chaussée, comme à l'étage, nous avons des boutiques. Et au nombre de boutiques, nous sommes aujourd'hui à 20 boutiques. Voilà, 20 boutiques disponibles. Ces boutiques-là vont accueillir les opérateurs mobiles, les banques. Bien plus qu'un trajet en bateau, l'idée est d'offrir de nombreux services. Réaliser une opération bancaire, déjeuner, passer du bon temps en attendant la traversée. Avec à la clé des clients satisfaits et fidélisés, mais surtout des ressources supplémentaires pour Citrans. Les services, voilà sur quoi mise Aqualines. Au quai du plateau, Louis Bamba, directeur de la communication de Citrans, vient vérifier le fonctionnement d'une innovation lancée en 2017, la carte Calypso. Elle permet aux clients d'accéder au bateau sans faire la queue au guichet pour payer un ticket. Vous avez sur le ticket, on a des QR codes. L'avantage avec la carte, c'est que vous pouvez recharger beaucoup plus avant un certain nombre de jetons et vous pouvez passer sans faire le rang à la caisse. Les cartes par ici, les cartes par ici. À ce jour, 12 000 cartes Calypso sont en circulation, vendues 1000 francs l'unité et rechargeables aux caisses. Une innovation qui permet de se démarquer de la concurrence. Oui, c'est une manière pour nous de marquer et en plus, ça permet de fidéliser. Donc le client, quand il a la carte, quand il a rechargé, il voit le confort. Et puis à travers cette carte aussi, on a plus ou moins le contact de nos clients. Donc on peut communiquer avec nos clients. Donc on peut créer une communauté avec nos clients. Créer une communauté autour de ces services. C'est l'un des objectifs que s'est fixé la direction de Citrans qui opère Aqualines. Pour réussir dans le transport lagunaire, la compagnie a réalisé une première phase d'investissement de 14,5 milliards de francs CFA. Avec un prix du billet qui n'excède pas 500 francs, le PDG Zoumana Bakayoko, depuis le siège au plateau, mise sur le long terme pour rentabiliser. Pendant 25 ans, nous devons développer cette exploitation du transport lagunaire. Donc, ce qui nous permet, nous, de dire que nous n'investissons pas pour les 2 ou 3 ans. Nous investissons au moins pour les 15 ans et puis bon, avec un renouvellement peut-être dans 15 ans,
additionnels pour y aller. Le PDG vise l'équilibre d'ici 7 à 10 ans d'activité. Parmi les grands défis qu'il devra relever avec les autres acteurs du secteur, il y a la pollution dont souffre la lagune ébriée. Une pollution qui oblige l'entreprise à effectuer des opérations de maintenance 2 à 3 fois par jour sur ses bateaux. C'est la mission de M. Conan Benoît, chef mécanicien, et de ses plongeurs. Objectif, enlever les ordures accrochées dans les hélices du bateau. Voilà, ici nous avons un exemple des déchets que nous récupérons sur les hélices. Et ça, c'est des corps flottants qui sont dans la lagune. Donc, la dernière fois, par exemple, nous avons eu cette amarre qui s'est emballée autour de l'hélice. Elle a bloqué carrément le moteur. Ça empêche tout de tourner. Ah oui, ça empêche tout de tourner. Et puis si là, on n'a pas la présence d'esprit de faire une plongée, en forçant le moteur, on peut l'endommager. Le plongeur se jette à l'eau. Aujourd'hui, il a trouvé des ordures plutôt insignifiantes, mais la plupart du temps, il sort des déchets qui peuvent affecter le moteur du bateau. Alors, M. Conan Benoît doit pénétrer dans les entrailles du navire pour réviser les machines. Ces immondices créent de gros problèmes. Parce qu'une embase, quand elle est abîmée, c'est pas moins d'une semaine d'immobilisation du bateau. Un bateau à l'arrêt pendant une semaine, ce sont des pertes considérables pour l'entreprise. Et ce n'est pas tout. En matière de maintenance, pour un bateau comme celui-ci, les pièces coûtent extrêmement cher. Environ combien? Secret professionnel. Un secret qui en dit long sur l'impact économique de simples déchets pour l'activité du transport lagunaire. Si la lagune ébriée peut être source de difficultés, elle dispose par ailleurs d'un atout que les acteurs du secteur commencent à valoriser. Cet atout, c'est le tourisme. Chaque week-end, STL organise des balades lagunaires qui attirent une autre clientèle en quête de loisirs. Ce samedi après-midi, Aïcha Koulibaly prépare le départ d'un circuit touristique. Coût de la prestation, 3 500 francs par personne. Nous demandons aux passagers qui vont effectuer la balade découverte tout à l'heure de bien vouloir utiliser les toilettes qui se trouvent au fond à votre gauche. Embarquement pour 2 heures de balade sur la lagune ébriée. Le guide se charge d'expliquer les principaux lieux d'attraction. Le port de pêche, le cimetière des bateaux, l'île Boulet, la baie des milliardaires avec ses séduisantes maisons. Pendant le parcours, Mme Koulibaly offre des rafraîchissements à ses clients. Ça fait partie des stratégies, parce qu'il faut savoir qu'il fait chaud, les clients ont soif, et puis il faut penser à les réhydrater, hein. Ça fait partie du confort. Il y a même des crêpes à bord. Si Mme Koulibaly met un point d'honneur sur le confort, c'est pour attirer plus de clients. En effet, STL peine à remplir ses bateaux lors de ses balades. Sa principale clientèle sont les expatriés. Les Ivoiriens manquent à l'appel. Je dirais plutôt qu'il faut les motiver, parce que l'Ivoirien a soif de découvrir. Il a l'habitude d'aller toujours au maquis. C'est à nous de les prendre du maquis pour leur dire « venez découvrir autre chose ». Autre chose, l'eau plutôt que la route. La brise marine plutôt que le pot d'échappement. Que ce soit pour aller travailler ou pour passer un moment en famille, les acteurs du secteur plaident pour un déplacement différent, plus rapide, plus économique, mais aussi plus écologique. Un argument encore peu exploité, mais qui pourrait prochainement sortir du chapeau de la Sotra, de STL ou d'Aqualines. Dans un monde qui change, acquérir un véhicule neuf ne relève plus du rêve. Jusqu'au 15 mai 2019, ça roule avec la BCC. Bénéficiez d'un crédit auto exceptionnel de 6,5% hors taxe, d'une assurance auto sur mesure et de tarifs préférentiels. Vous désirez acheter un véhicule neuf ?
Rendez-vous en agence ou dans les showrooms partenaires. Offre soumise à condition. Plus d'informations au 20 24 24 24 ou sur www.bcc.com. BCC, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Et en plateau pour débattre, nous retrouvons Désiré Messoum, directeur général de la Société de transport lagunaire STL, filiale du groupe Snedaï, Soumarou Mansa, président du conseil d'administration de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, et Bafa Koné, conseiller technique du ministre des Transports en charge des transports terrestres. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et bienvenue. Alors, on parle dans le reportage, quand on parle du transport lagunaire, on parle d'un marché où tout reste à faire. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, effectivement, tout reste à faire. C'est un marché qui offre un potentiel de développement phénoménal. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, malgré tous les chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure dans le reportage, ce n'est que 1,5% des déplacements journaliers des Ivoiriens. Qui sont faits par le lagunaire. Qui sont faits par le lagunaire. Ouais. Donc vous voyez un peu toute la marge de progression qui reste devant. Alors vous êtes d'accord, il y a un potentiel. Aujourd'hui, 50 000 personnes transportées, demain 400 000. Il y a de la marge à se faire. En fait, vraiment, il y a tout un grand potentiel que nous avions espéré développer avec l'arrivée des nouvelles sociétés. Parce qu'il faut dire que dans l'ancien temps, la Sotra, qui est une grande société de transport urbain dans la zone d'Abidjan, avait cette possibilité, mais on a vu que pendant longtemps, ce potentiel n'arrivait pas à être développé. C'est pour cela qu'en 2015, comme on l'a dit dans le cadre de la réforme, nous avions permis la libéralisation du secteur pour permettre à d'autres opérateurs de venir jouer leur part dans le développement de ce potentiel. Alors aujourd'hui, on a vraiment chiffré le besoin, le potentiel. Les chiffres disent à peu près 10 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. C'est à peu près donc 400 000, c'est bien ça? Tout à fait. Qu'on a l'intention de transporter. Voilà, tout à fait. Mais j'avoue qu'il n'est pas seulement sur le côté lagunaire qu'il faut voir un peu le développement de la mobilité. Nous sommes aussi sur le terrain d'abord d'accroître la capacité de transport de la Sotra en augmentant le parc automobile. Et nous attendons aussi mettre en place un système métro qui serait sur une ligne forte qui va pouvoir soulager, apporter sa contribution dans le développement de la mobilité urbaine dans la Grande Abidjan. Alors, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Le président Soumarou, aujourd'hui, est-ce que ça répond à un véritable besoin des consommateurs, le transport lagunaire? Absolument. En parlant de la mobilité, vous savez, aujourd'hui, développer les transports lagunaires vient répondre à nos préoccupations, aux besoins que nous avons toujours exprimés. Parce que n'oublie pas aujourd'hui le surnombre, je dirais, de la population abidjanaise. Donc, si la voie terrestre seulement ne peut pas résoudre nos problèmes. Parlons maintenant stratégie. On se rend compte qu'il y a quand même deux compagnies privées, deux stratégies différentes. Aqualine semble miser sur le confort avec des services comme la climatisation à bord des bateaux, des gares avec des boutiques, des restaurants. Et vous, STL, vous misez sur quoi? Le client, lorsqu'il part de chez lui, qu'il va au travail ou à l'école, parce que c'est vraiment la majorité des déplacements qu'ils font, aux heures de pointe, ce qui l'importe pour lui, c'est que au moment où il arrive à la gare lagunaire, qu'il y ait un bateau disponible, donc qu'il soit ponctuel et qu'il y ait de la régularité. Oui. Ça, c'est son besoin basique. Alors, on voit déjà s'afficher derrière moi votre réseau, le réseau STL. Voilà. Et voilà, les deux lignes que vous couvrez. Donc, si jamais, lorsque le concédant, donc le ministère du Transport, nous a demandé effectivement de prendre en main une partie de ce transport, c'était pour résoudre un problème de mobilité. Donc c'était un transport de masse. Le plus important, nous, à notre avis, c'était d'être une vraie entreprise citoyenne et de venir sur la lagune, tout de suite prendre les clients et leur garantir ce transport-là. Dans un deuxième temps, nous allons maintenant passer à la création de valeur ajoutée. Voilà, en dématérialisant, en digitalisant complètement les services. Mais vous n'y êtes pas encore. On y est presque. Ok. Alors, j'ai envie de savoir, le président des consommateurs, est-ce que ça vous intéresse, vous, en tant que consommateur, d'être sur un bateau climatisé plutôt que sur un bateau qui ne l'est pas? Est-ce que c'est important le confort? Écoutez, c'est la concurrence. Oui. Il faut reconnaître que ces trois compagnies pratiquent la concurrence parce qu'ils ne se sont pas entendus pour fixer le même prix.
laisser aux consommateurs de choisir, et c'est ce qu'on appelle la concurrence, c'est ce que je salue dans ce milieu. Alors, c'est noté. Alors, on retient que votre stratégie, à l'heure actuelle, c'est une stratégie de masse qui va peut-être s'améliorer avec le temps. Qui est terminée. Qui est terminée. Maintenant, vous allez passer à une autre phase. Nous allons passer à une autre phase. Très bien. Voilà. Alors, il est clair que quand même, quand on parle de transport lagunaire, on parle d'un opérateur historique qui est la Sotra. Aujourd'hui, il y a 2 entreprises privées qui sont arrivées avec des moyens, semble-t-il, importants. Comment la société traditionnelle, la Sotra, peut-elle résister sur le lagunaire? Il faut reconnaître que la Sotra, c'est vrai, c'est la société historique qui était sur le plan d'eau lagunaire. Et nous avons souhaité que sur le segment transport lagunaire, qu'il y ait non seulement une certaine concurrence, donc on lui a retiré un monopole pour permettre que la population d'Abidjan soit transportée dans des conditions, une offre vraiment de qualité. Mais il faut dire que l'État, dans son programme de développement à travers la Sotra, a aussi un programme de développement du système de transport lagunaire. D'ici, il y a un appui de l'État d'ici fin 2019 de 20 bateaux de nouvelle génération qui va venir en apport dans l'offre de transport lagunaire en concurrence avec donc, qui sera géré par la Sotra. Par la Sotra. Ah, c'est intéressant. Alors, comment vous ressentez ça, vous, concurrent de l'État? On ressent ça, concurrent de l'État, c'est de bonne guerre. Et avec des moyens massifs, Des moyens massifs, oui, c'est vrai. Mais en fait, il ne faut pas... ce qu'il faut bien retenir, c'est de regarder l'objectif final, de dire la Sotra plus Aqualine plus STL arrive à mailler le plan d'eau lagunaire et à servir les Ivoiriens. Parce que c'est d'abord ça qui est essentiel. On se rend compte qu'il y a du travail à faire et il y a de plus en plus de bateaux à mettre sur le plan d'eau lagunaire. Est-ce que cela suppose aussi qu'en plus des efforts qu'on va faire au niveau de la Sotra en renforçant le parc, est-ce que ça suppose aussi qu'on pourrait être ouvert à l'arrivée de nouveaux entrants, des acteurs privés? Voilà, la question est toute là. Il faut reconnaître, il faut répondre à la forte demande. L'État a estimé qu'il fallait assurer le développement du secteur transport lagunaire. L'État après une étude, a passé un terme de référence pour avoir des objectifs de transport de sa population dans des conditions. Et on a eu des structures comme STL, Citrans, qui ont sollicité à l'offre d'une convention avec l'État de Côte d'Ivoire. Et dans l'exécution de cette convention, il y a les règles qui sont bien définies à travers un business plan qui va jusqu'à l'horizon de 2025. À ce stade-là, nous allons apprécier pour voir s'il faut encore permettre qu'il y ait d'autres structures qui apparaissent sur le marché des transports lagunaires. Oui, d'accord. Et votre concession dure combien de temps? 25 ans. 25 ans. Voilà. Il y a déjà de nouveaux entrants qui vous ont approché, qui ont tapé à la porte du ministère déjà? Mais il faut dire que la porte est ouverte. Et le plus souvent, quand il s'agit de donner ou d'aborder le problème, il faut faire une étude, apprécier. Alors, on est sur les stratégies des 2 entreprises pour satisfaire les consommateurs que vous êtes, que nous sommes tous. On voit qu'à STL, pas de gare avec boutique, en tout cas pour l'instant. On constate qu'il n'y a pas de lieu de vie où on peut rester. Mais il y a des gares, il y a des parkings, il y a des abribus. Alors, est-ce que c'est ça la clé aujourd'hui de votre stratégie, des transports, on va dire, interconnectés? Dans un premier temps, il faut bien servir les clients. Une fois qu'ils arrivent à la gare, il faut qu'ils puissent avoir une ligne de rabattement qui leur permette effectivement de la gare d'aller jusqu'à leur point de travail ou leur destination finale. Et ça, c'est ce que nous voulons développer. D'ailleurs, le législateur nous encourage à le faire avec la Sotra. Voilà. Parce qu'il y a un élément qu'il faut noter et qui est très important, si vous permettez. C'est que le législateur, dans la Convention, incite les acteurs du marché à l'interopérabilité. Tout à fait. À l'interopérabilité, c'est très important. Et cette interopérabilité, bien que nous soyons des sociétés concurrentielles, elle ne pose réellement pas de problème parce que le marché potentiel est tel que chacun peut s'en sortir. Donc concurrent mais complémentaire. Concurrent mais complémentaire. Donc, vous l'avez si bien dit, quelqu'un, je veux juste imager, quelqu'un qui arrive aujourd'hui et qui veut se rendre au plateau, qui habite à Cocody, il a intérêt à garer son véhicule à Maputo tranquillement, prendre son bateau-bus et puis se rendre au plateau. Vos gares sont payantes?
elles ne sont pas payantes. Ok, les parkings, je veux dire. Non, non, elles ne sont pas payantes. C'est pour ça, justement, c'est ce comportement, ce changement dans les habitudes de transport que nous voulons impulser. On est d'accord que stratégiquement, quand vous mettez des parkings, vous avez l'intention de recevoir un certain type de clients aussi. Oui. Et du coup, il va peut-être falloir, sur les bateaux, que le service suive, qu'il y ait un lieu de vie, parce que vous augmentez le niveau de ce que vous recevez avec les parkings. Il faut peut-être qu'un lieu de vie, des boutiques, et aussi peut-être avoir aussi une business class. Justement, à partir du mois de juillet, nous allons lancer la nouvelle ligne de bateaux climatisés avec toilettes à bord. Mais il faut savoir que dans notre... Oui, juillet, c'est après-demain. Ah oui, c'est après-demain. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ensuite, en octobre, nous en avons 6 autres qui arrivent. Donc, on a 11 bateaux qui arrivent avec ces normes-là. Et les bateaux sont déjà achetés? Ils sont déjà achetés. Très bien. Ils sont déjà achetés. Okay. Ils sont déjà achetés. Vous vouliez rebondir sur quelque chose? Oui, parce que vous avez parlé tout à l'heure du type de client. Aujourd'hui, nous avons une des classes moyennes les plus importantes en Afrique de l'Ouest. Et cette classe moyenne est celle qui emprunte effectivement nos bateaux. Quand vous quittez à Bodoumé, pour aller au plateau, vous mettez 10 minutes de navigation. Si la personne n'a pas véritablement de climatiseur, ce n'est pas vraiment quelque chose qui va l'embêter. Mais quand vous faites des balades, et c'est pour ça que nous avons l'arrivée des nouveaux bateaux et que nous avons le bateau VIP. Quand vous faites des balades, il faut tout le confort aux clients. Et c'est ce que nos clients vont commencer à expérimenter. Combien vous avez investi jusqu'à aujourd'hui? Et avec les nouvelles acquisitions que vous allez faire d'ici juillet, l'enveloppe s'élève à combien à peu près? D'accord. Nous avons investi jusqu'à présent à hauteur de 14 milliards de francs CFA. La plus grosse partie du budget est partie sur quoi? Sur les bateaux. Ok. Sur les bateaux. Mais ce qui est intéressant dans notre investissement, parce que c'est peut-être une particularité, c'est que notre entreprise est la seule 100% ivoirien, capitaux 100% ivoirien, financement 100% ivoirien, employés 100% ivoiriens. Ça fait plaisir, les Ivoiriens sont riches alors. Alors comment vous arrivez, vous arrivez à payer? Comment vous échelonnez les paiements? Comment ça se passe? Non, de toute façon, c'est un crédit classique. Hein? Okay. C'est un financement classique. Financement bancaire? Oui, financement bancaire, financement privé, voilà, financement, un montage financier classique. Voilà, classique, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, est-ce que vous avez espoir quand même, vous qui êtes de l'autorité de tutelle, en la rentabilité du business? Bon, en fait, il faut avoir, au niveau de l'État, ce n'est pas une question de rentabilité du business. Oui, non, mais c'est une question de pérennité du business. Voilà, il faut que de le business pérennité du business. soit rentable. Et c'est pour cela, même pour arriver à la signature d'une convention entre les structures concessionnaires, il a fallu aller à des engagements transcrits dans un business plan qui est en train de se développer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme étant plus ou moins rentable? Est-ce qu'au moins, tous les tableaux d'amortissement, les entrées que vous avez prévues, les prévisions, au moins, est-ce que c'est atteint? Non, dans un système financier, si jamais je vous dis qu'après 2 ans d'existence, nous sommes rentables, ça serait pas dit la vérité. D'accord, donc je modifie ma question. Est-ce que les prévisions sont atteintes? Les prévisions sont atteintes. Donc nous allons atteindre le point d'équilibre. Nous sommes en phase d'investissement. Voilà, donc d'ici 4-5 ans, on aura atteint le point d'équilibre. Et le même rentrer dans les profits. Comment on gagne de l'argent en dehors des tickets? En créant de la valeur ajoutée. Notamment? Voilà. Dans la plaisance. Et puis, une chose, quand vous avez un bateau VIP, vous avez 2 bateaux VIP, le même comportement que vous auriez avec une salle de spectacle sur terre, vous l'avez avec ce bateau-là, sur l'eau. On peut y faire des séminaires, on peut y faire des mariages, on peut y faire un certain nombre de choses. Si nous avons, dès l'instant où vous mettez votre imagination au service du transport lagunaire, je vous assure que les possibilités sont infinitésimales. Ok. Et votre ticket coûte combien? Notre ticket coûte 500 francs. 500 francs sur la ligne Koumassi, Mputo, plateau Trècheville, et 500 francs sur la ligne à Bobo-Doumé, plateau Trècheville. Mais à l'intérieur, il y a des tronçons qui sont à 200 francs. Alors 500 francs, est-ce que c'est cher? Bon, vu en tant que président des consommateurs, même si vous dites 150 francs, je veux dire que c'est cher. Mais aujourd'hui... Oui, mais il ne faut pas dire que tout est cher aussi. Est-ce que 500 francs pour vous, c'est élevé? Non, je vous dis, avec, ça vient de commencer. Et lorsque le nombre de bateaux va augmenter, lorsque le nombre de passagers transportés va augmenter, nous allons demander à ce qu'on revoie le prix à la baisse. Parce que vous avez vu aujourd'hui que le transport prend 30% du budget des Abidjanais. Donc c'est énorme.
Monsieur le conseiller technique, est-ce que c'est ça le transport lagunaire? Ça permet effectivement, est-ce que c'est aujourd'hui ça la solution pour désengorger la ville? On a parlé de 3 heures de temps qu'on perd, alors qu'avec les bateaux-bus, on met 15 minutes d'un point à un point. Et j'avoue que ça nous satisfait. Ça permet, en attendant que les grandes réalisations pour accroître non seulement la fluidité et accroître même la capacité de transport au niveau de la mobilité que l'État est en train de déployer sur le terrain, notamment à renforcer le parc automobile de la SOTRA, à permettre qu'il y ait un système de BRT, les bus sont en transit rapide, pour permettre que les gens soient, pour augmenter la vitesse commerciale sur vraiment des réseaux, pour que les gens soient plus rapides à arriver rapidement. Non seulement dans ce programme de renforcement du parc, à l'horizon de 2020, l'État s'est engagé à mettre 2000 autobus à la disposition de la SOTRA. Et nous attendons aussi permettre que la SOTRA développe un système de transport lagunaire avec vraiment des bateaux de nouvelle génération. Alors, qu'est-ce que vous payez comme contribution en termes d'impôts à l'État de Côte d'Ivoire, à la date d'aujourd'hui? Disons que nous payons des impôts classiques, mais nous avons des avantages. Voilà. Donc, là où le code d'investissement permet 25% d'abattement, dans 50%, on aimerait que ce soit un peu plus. Voilà, on aimerait que ce soit un peu plus. On a des facilités en termes de droits de douane. Voilà. Mais, par contre, l'un des postes importants dans notre structure de coût, c'est le gasoil. C'est le carburant. Et vous n'avez pas de facilité dessus? Non. Quand il y a une augmentation du prix du carburant, chez nous, on n'a pas d'avantage particulier. Oui. Donc, ce qui fait que c'est un poste qui est assez lourd au niveau de la structure de nos coûts. Alors dites-nous, est-ce que vous aussi, vous avez les problèmes en ce qui concerne les hélices de vos moteurs qui sont... Oui, nous avons les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Alors, moi, j'ai vraiment envie de savoir qui est chargé finalement de la salubrité du plan d'eau lagunaire. Je voulais d'abord m'adresser aux consommateurs parce qu'avec ce que nous avons vu, ça ne fait pas plaisir. Les saletés que nous voyons dans la lagune qui va jusqu'à toucher le moteur des bateaux qui nous transportent, qui mettent notre vie en danger. Et je m'adresse aux autorités en charge de l'environnement, de l'assainissement, salubrité publique. Vous avez trop sensibilisé. Je pense qu'il est temps maintenant de passer à la répression. Il s'agit de notre cadre de vie. Parce que c'est nous-mêmes, c'est les ordures que nous jetons dans nos caniveaux qui se retrouvent dans la lagune. Et il faut s'adresser aussi aux riverains de la lagune. Que la lagune n'est pas une poubelle. En plus de ça, il y a aussi un aspect visuel qui nous ramène sur la question du tourisme. Quand on a des personnes qui visitent le plan d'eau... Qui viennent de l'extérieur. Alors, il y a cette dimension touristique. Alors aujourd'hui, est-ce qu'au-delà du transport sur la lagune, on ne pourrait pas aller vers Assigny? Est-ce que ce ne serait pas bien d'initier? Est-ce que c'est possible à développer? Je viens de voir le reportage que je viens de voir tout à l'heure. Vraiment, moi-même en tant que président de consommateur, je ne savais pas. Mais soyez sûr que d'ici quelques temps, que les gens vont nous retrouver. Nous avons des réunions qu'on peut organiser. On va approcher, on va payer, et puis bon, sur l'eau, nous allons organiser nos rencontres. Monsieur le directeur général, ça lui fait plaisir de savoir qu'il aurait pu faire cette visite lagunaire. Apparemment, ça existe, mais vous ne communiquez pas. Aujourd'hui, pourquoi n'ont pas vraiment communiqué encore sur les balades? Voyez-vous, dans les sites qui nous ont été concédés, nous avons 3 sites que nous allons développer pour les balades de la plaisance. Nous avons le site d'Assigny, nous avons Jacquesville, et nous avons l'île Boulet, qui sont des sites concédés, sur lesquels nous allons développer effectivement la plaisance. Pour le moment, nous expérimentons les balades découvertes tous les week-ends, et qui marchent très bien. Et nous avons commencé des balades thématiques, et nous allons étendre cela aux 3 destinations de plaisance. Mais vous savez, la communication, elle a aussi son travail. La communication, c'est une promesse. Et si j'ai horreur d'une chose, c'est de ne pas tenir mes promesses. Donc vous voulez être sûr de votre produit avant de communiquer. Quand tout sera en place, lorsque je dis, je fais. Merci Monsieur Koné, merci également au président de la fédération, merci au directeur général de STL. Et nous vous encourageons
à continuer à faire vos investissements et à rester en bon rapport avec l'État de Côte d'Ivoire tout en satisfaisant les consommateurs. Alors, merci à vous. Je vous envoie dans autre chose. Je vous propose de rester avec nous pour découvrir notre prochain reportage. Vous l'avez vu, la lagune peut être un formidable atout pour améliorer la mobilité, réduire le temps de transport et développer le tourisme à Abidjan. Nous allons vous présenter maintenant un document exceptionnel, toujours dans l'univers lacustre, mais avec une dimension féerique. Direction Ganvié au Bénin, un endroit que l'on surnomme la Venise d'Afrique. Et pour cause, les habitants de Ganvié vivent sur l'eau. Nos équipes ont embarqué sur les pirogues de la cité pour comprendre comment s'organise la vie économique dans ce lieu hors du temps. Ganvié, une vie sur l'eau, un reportage de Thomas Diegobadia et Bigné Diomandé. Le marché de Dantokpa à Cotonou, au Bénin. Chaque jour, des milliers de personnes venues de tout le pays se pressent dans ces allées pour faire leurs courses. Parmi la foule, une femme, son bébé sur le dos, est en pleine négociation. Les tomates en boîte là, c'est combien? 10 000 francs? 10 000 francs, c'est trop. Je les prends si tu me les laisses à 9 000. Emilienne est commerçante. Aujourd'hui, elle est venue faire son marché pour se ravitailler. Lorsque j'ai des produits qui manquent, je viens au marché pour faire le plein. Aujourd'hui, j'ai besoin d'acheter des tomates, de l'huile, des pâtes et de l'ail. Je peux venir ici jusqu'à 2-3 fois par semaine. Après avoir terminé ses courses, Emilienne peut enfin rentrer chez elle. Contrairement aux autres femmes qui viennent faire leur marché, elle ne regagne pas sa maison en bus, ni en taxi. La jeune embarque sur sa pirogue, amarrée non loin. Direction Ganvié, son village, situé de l'autre côté du lac, à 1 heure de bateau. À 20 km à peine de Cotonou, un village hors du temps. Ganvié, une cité lacustre comme il n'en existe nulle part ailleurs sur la planète. Une cité entièrement construite sur l'eau par les Tofinous, un peuple ayant fui les guerres et l'esclavage. Il y a 3 siècles, ils quittent la terre ferme pour se réfugier au beau milieu du lac Nokoué. Depuis, ce lac, le plus grand du Bénin, est au cœur de la vie des 35 000 habitants de Ganvié. Pour se déplacer, travailler ou encore se nourrir, pas un jour ne se passe sans qu'ils ne doivent composer avec cet élément essentiel qui les entoure. Toute la vie du village s'est donc construite autour de l'eau. Maisons sur pilotis, canaux, marchés flottants, un mode de vie qui vaut à Ganvié son surnom de Venise de l'Afrique. Comment s'organise la vie économique de ce village pas comme les autres? Quels sont les grands métiers de Ganvié? Comment vit-on sur l'eau? Il est 6 heures du matin, le soleil se lève sur Ganvié et ses canaux. Un lac parsemé de petites maisons en bambou construites sur pilotis. Un système qui permet de maintenir les maisons hors de l'eau grâce à des pieux en bois enfoncés dans le sol. Comme tous les habitants du village, Emilienne habite l'une de ces maisons. Elle vit ici, modestement, avec ses enfants et sa mère. Toute la famille est déjà réveillée. La commerçante termine de remplir ses paniers. J'ai de l'huile, de la purée de tomates, des oignons et du sel. Au total, une 50aine de produits différents, tous rapportés du marché de Cotonou sur la terre ferme, où elle fait chaque semaine jusqu'à 3 allers-retours en pirogue. Toutes ces marchandises viennent de la terre ferme. Si je n'allais pas faire mes courses là-bas, il n'y aurait aucun de ces produits à Ganvié. Et si on ne retrouve aucun de ces produits à Ganvié, c'est pour une raison simple. Au milieu de l'eau, impossible de faire pousser des fruits
et des légumes, ni d'élever des animaux. Alors, pour se nourrir au quotidien, les Tofinous n'ont qu'une seule option, se rendre au marché flottant. Après une vingtaine de minutes à pagayer, Emilienne arrive sur la place du marché, au cœur du village. Chaque jour, une cinquantaine de femmes installent leurs pirogues à des emplacements bien définis. Ces femmes, ce sont les commerçantes de Ganvier. Et ici, peut-être bien plus qu'ailleurs, leur rôle est incontournable. Ce sont elles qui approvisionnent tout le village. Sans elles, les habitants ne pourraient pas acheter à manger à Ganvier. Mais ils ne pourraient pas non plus s'habiller, cuisiner ou encore équiper leur maison. Car ces marchandes ne vendent pas que de la nourriture. Essence, bois, ustensiles, vêtements, chacune a sa spécialité et son précaré. Au total, ça fait 500 francs. Tiens l'argent. Tu veux autre chose? Non, merci. Si ce petit business rapporte peu, il permet toutefois à Emilienne et aux autres commerçantes de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Sur ce que je vends, je n'ai pas de grands bénéfices. Par exemple, sur un litre d'huile rouge, je gagne 75 francs. Sur un paquet de spaghettis, 25 francs. Une bonne journée, je peux quand même gagner jusqu'à 2000 francs. Mais la principale ressource de Ganvier ne se trouve pas sur l'eau, mais dans les profondeurs. Le lac Nokoué est une réserve de poissons quasi inépuisable, et ça, les habitants l'ont bien compris. Comme tous les matins, à l'heure où certains travailleurs consultent leurs mails sur leur téléphone portable, Hubert en appelle à ses dieux avant de partir au travail. Ça, c'est le rituel du matin. Avant d'aller au service, je leur dis, voilà, je m'en vais, accompagne-moi, que je trouve de bonnes choses dans la journée. De bons poissons. Comme 90% des hommes du village, Hubert est pêcheur. Dans sa famille, de père en fils, on se transmet en héritage un trésor très particulier. Ce takaja, c'est la parcelle de mon papa. Et de mon papa, c'est la parcelle de mon grand-père. Les akajas, ce sont ces vastes enclos composés de branches de bois et entourés de filets, pouvant atteindre plusieurs hectares de superficie. Ces akajas sont situés tout autour du village. Un système de pisciculture unique au monde, inventé il y a plus de 2 siècles par les premiers habitants de Ganvier. C'est des branchages, ou soit des branches de palme, n'importe quel bois, qui se décomposent dans l'eau. Et ça attire les poissons viennent manger, ils se nourrissent de ça, ils se multiplient à l'intérieur et puis ils grandissent. Après, on les emprisonne avec le filet. Piégés dans l'akaja, les poissons se nourrissent seuls avec les branches. Hubert n'a plus qu'à attendre qu'ils atteignent une taille optimale. Plus les carpes et les tilapias seront gros, plus le pêcheur pourra en tirer un bon prix sur le marché. Chaque jour, il entretient son akaja. Au bout d'un an, il peut espérer récolter jusqu'à 4 tonnes de poissons. En moyenne, si la pêche a été bonne, si je ne veux pas perdre, je peux trouver jusqu'à 500 000 francs de francs. Et si les ouvriers prennent leur part, moi j'aurai au moins 300 000 dedans. La récolte se fait une seule fois par an et peut atteindre au total 400 000 tonnes de poissons pour l'ensemble des pêcheurs. Voilà. Mais avec le temps, il va passer de quoi manger. Des habitants qui ont développé des méthodes de pêche uniques au monde, des maisons pittoresques bâties sur l'eau, un paysage à couper le souffle. Il n'en fallait pas plus pour attirer les touristes du monde entier, car la renommée de Ganvier a largement dépassé les frontières du Bénin. La Venise de l'Afrique est devenue une étape incontournable pour les touristes de passage au Bénin. Chaque année, plus de 10 000 personnes en quête d'authenticité
embarque pour un voyage dans le temps. Un filon que Hubert, notre pêcheur, a décidé d'exploiter. Lui qui connaît l'histoire de son village sur le bout des doigts. Il est né et a grandi à Ganvier. J'ai commencé le guidage en 1993. J'ai vu que le tourisme, ça marchait un peu plus mieux. Et comme ça, bon, je me suis rentré dedans. À l'époque, Hubert est un des seuls guides de Ganvier. Il emmène parfois plusieurs groupes de touristes par jour. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il doit partager son marché avec de nouveaux venus. Maintenant, il y a jusqu'à 40 personnes, c'est-à-dire 40 guides qui sont là. Et ça, c'est toute une rotation qu'il faut faire. Il faut attendre ton tour, 2 semaines, 3 semaines, même 4 semaines. Aujourd'hui, ce n'est pas du poisson que Hubert est venu attraper dans ses filets, mais des touristes. Il se rend à l'embarcadère de Calavi. C'est ici que les visiteurs partent pour Ganvier. En haute saison, de novembre à février, ils peuvent être jusqu'à 200 par jour. Maintenant, tu fais ton travail. Cet après-midi, un groupe de 8 Espagnols se présente à l'embarcadère. Ils sont originaires des Asturies, dans le nord de l'Espagne. C'est au tour d'Hubert d'être leur guide. Mon nom c'est Hubert et c'est moi qui suis le guide de votre parcours. N'hésitez pas de poser toutes vos questions possibles. Ces touristes viennent de passer 2 semaines au Bénin et ont décidé de garder le meilleur pour la fin. S'ils ont parcouru 7000 km, c'est bien pour découvrir la Venise de l'Afrique. Certains y reviennent pour la 2e fois. Pour eux comme pour les autres, la magie des lieux opère dès l'arrivée dans le canal principal. Chaque instant est immortalisé. J'étais déjà venu il y a 5 ans. De revenir ici, ça me fait vraiment quelque chose, de voir comment ces gens vivent. C'est un paradis. Pour tous les visiteurs qui viennent à Ganvier, le circuit est le même. Une croisière d'environ 2 heures à la découverte des principaux canaux et monuments du village. Coût de la balade, 7500 francs CFA par passager. Voilà ici la statue du premier roi de Ganvier. Il détient la clé du village. Une plongée dans l'histoire à la découverte d'un patrimoine exceptionnel avec quelques surprises au détour d'un canal. Nous sommes ici sur la rue des Amoureux. Ça, c'est la rue des Amoureux? Oui, ici c'est la rue des Amoureux. Donc s'il y a des amoureux qui veulent attendre le soir, bon, il n'y a qu'à descendre ici. Hein. Si les touristes repartent satisfaits, c'est l'assurance de recevoir un pourboire qui complétera son salaire de guide. Si les visiteurs, les touristes t'aiment avec tes prestations, ils sont contents, ils te font un bon pourboire, donc là tu as gagné. Après avoir sillonné les canaux du village, c'est déjà l'heure de quitter Ganvier pour ces touristes espagnols qui repartent avec des étoiles plein les yeux. Je ne pensais vraiment pas qu'autant de personnes pouvaient vivre sur l'eau. Des touristes, il en vient déjà plus de 10 000 chaque année à Ganvier. Hubert n'est pas le seul à croire au potentiel touristique de son village. Un homme a décidé d'investir toutes ses économies dans la construction d'un hôtel. C'est actuellement le plus grand hôtel de Ganvier. Un établissement de 16 chambres, construit dans un style typique des maisons de la cité lacustre. Un restaurant d'une 40aine de couverts, le tout bâti sur pilotis. Le patron des lieux, c'est Germain Hoquet, 51 ans. Après 12 ans passés en Belgique à travailler comme traducteur, il décide de rentrer dans son village natal. En 2004, il se lance dans la construction de cet hôtel, convaincu que le tourisme va s'y développer. Son constat ? Seuls 2 établissements existent pour accueillir les voyageurs, mais ils sont rudimentaires. Du coup, ceux-ci ne font que passer dans le village, alors qu'ils pourraient vivre une expérience exceptionnelle pendant plusieurs jours. Généralement, ce que nous avons maintenant, c'est des tourismes 2 ou 3 heures de temps, et puis on retourne sur la terre ferme. Mais on peut aussi vivre, comme les villageois aussi à Ganvier, vivre uniquement, manger un plat sur l'eau, ou bien donc dormir sur l'eau. Aussi, c'est quand même unique. On ne fait pas ça sur la terre ferme. Germain investit donc 95 millions de francs CFA. Premier défi,
Bâtir un hôtel sur l'eau coûte bien plus cher que sur la terre ferme, car le propriétaire doit tout faire venir par bateau. Du bois aux briques, en passant par la main-d'œuvre qualifiée, introuvable à Ganvier. Deuxième défi, trouver un matériau assez résistant pour parer aux inondations et intempéries. Pour chercher ce bois plus solide mais aussi beaucoup plus cher, il a dû faire plusieurs allers-retours au Nigeria. Le bois que vous avez ici, on l'appelle le bois béton. C'est un bois qui résiste à l'eau salée. La durée d'une maison ici à Ganvier, vous n'avez pas trouvé de maison centenaire en bois ou bien de maison cinquantenaire en bois. La durée d'une maison, c'est environ 15 à 20 ans. Et après, tout pourri, on recommence là par exemple, quoi. Mais avec ce bois-là, moi je vous dis, ça va durer quand même aussi longtemps que moi-même sur cette terre-là par exemple. Le pari de Germain est payant. L'année dernière, près de 500 personnes ont dormi dans son établissement pour un bénéfice de 10 millions de francs CFA. Un chiffre qui pourrait croître considérablement dans les prochaines années si Ganvier parvient à inscrire son site au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'espère que vous avez apprécié ce magnifique voyage au cœur de la cité lacustre de Ganvier. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous le jeudi 23 mai pour un nouveau numéro de Made in Africa. En attendant, bonne suite de programme sur RTI. BCC, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.